constaté que la majorité des familles hétérosexuelles ont choisi de sacrifier l'autonomie financière des femmes lors de la fermeture des écoles. C'est pas une décision qui a été prise par individuellement de manière sexiste. C'est pas ça qui s'est passé dans la tête des couples. Les couples ont fait, les familles ont fait pour le mieux avec les moyens qu'ils avaient. Donc, justement, ça met la table pour le sujet d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, qui est genre étant de crise. Et jusqu'à maintenant, j'ai été très binaire dans ma manière d'exposer les choses. Et c'est parce que les statistiques sont faites comme ça. Si tu vas voir les statistiques du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, c'est vraiment comme hommes, femmes, et les familles, et les ménages et tout ça. Et pourtant, la communauté LGBTQIA2+, mérite aussi notre attention par rapport à la crise, parce qu'elles ont des enjeux qui leur sont propres à elles aussi. Si on parle, par exemple, des adolescents qui font partie de cette communauté-là, en fait, plusieurs d'entre eux, non seulement sont en confinement à la maison avec leur famille, mais carrément en confinement dans le placard, si je peux me permettre l'expression, parce que chez les jeunes qui vivent encore chez leurs parents, ça peut, si leurs parents sont homophobes ou transphobes, juste dire qui ils sont peut être un véritable danger pour eux et se mettrait à risque d'abus verbaux, d'abus physiques, parfois d'être envoyés de la maison. C'est des situations qui sont super difficiles et c'est comme ça, partout sur la planète, ça fait partie même des enjeux que l'ONU a soulevés, ces jeunes-là. Et pourtant, en fait, il n'y a pas forcément plus de centres d'hébergement pour ces jeunes-là que qu'en temps normal. Par ailleurs, les services essentiels pour les jeunes de la communauté LGBTQIA2+, existent encore. On a mis dans la description du premier lien, et à la fin de la vidéo, je vais mettre la description dans les commentaires, du bottin des ressources partout au Québec pour, si c'est votre cas, que vous êtes un jeune de cette communauté-là et qui avait besoin d'aide, il y a des lignes d'écoute, puis on peut trouver des solutions avec vous. Et en fait, je parlais des jeunes qui sont non-binaires ou LGBTQIA2+. Mais en fait, en vieillissant, ça change pas. C'est quelque chose qui fait partie de l'identité d'une personne. Et c'est très difficile aussi pour les personnes âgées qui vivent en CHSLD ou en maison de retraite. Plusieurs ont justement choisi de retourner dans le placard, de ne pas le dire aux autres résidents pour des raisons de sécurité. C'est pas partout, c'est des safe places. Dans la plupart des endroits, il y a du personnel qui est dédié à être attentif à ça, mais on est dans un temps d'urgence où on n'est pas capable de maintenir notre monde en vie, donc c'est absolument pas la priorité pour le moment, ce genre de choses-là, même si il y a encore des initiatives comme pour vieillir... Attends, je dois retrouver le nom de cette initiative, je suis désolée. Pour que vieillir soit gay, qui est une initiative qui fait des formations tant pour le personnel que les personnes âgées, pour les groupes, et il continue à donner des formations et faire la sensibilisation par vidéoconférence en temps de crise pour que les milieux aînés soient plus safe pour la communauté LGBT. Et là, je vais reprendre un peu le texte que j'avais fait parce que je sais pas comment le dire autrement. En fait, lorsque les autorités disent en point de presse des choses comme « la monogamie est préférable ces temps-ci » ou spécifient vraiment particulièrement que tout contact physique est proscrit sauf peut-être pour les membres d'une même famille vivant sur le même toit, eh bien ça peut faire peur à plusieurs communautés, à plusieurs membres, plusieurs personnes LGBT. Puis si on prend l'exemple des familles homoparentales, oui, selon l'État, elles sont maintenant reconnues comme une famille, mais elles ont eu ces victoires-là d'arrache-pied, et c'est pas forcément encore dans le sens commun pour tout le monde, ça. Que les familles homoparentales, c'est juste comme des familles. Ce qui fait en sorte que quand on a des appels à la dénonciation pour les rassemblements illégaux, et que tu t'es battu pour avoir le droit d'être reconnu comme une famille, ça se peut que tu craignes plus ton voisin, ça se peut que tu craignes plus la répression, ça se peut que tu craignes d'avoir des représailles injustes parce que t'es pas un rassemblement, t'es juste une famille, mais que c'est pas reconnu comme tel.
Par ailleurs, c'est pas tous les types de familles qui sont reconnus par l'État. Un enfant ne peut avoir que 2 parents reconnus. Ça fait en sorte qu'il y a plein de nouveaux types d'organisations familiales qui se sont développées au cours des dernières décennies qui ne sont pas du tout reconnues. Un groupe de 3 personnes, dans le fond, qui ont choisi de... en fait, dès que t'es plus que 2 adultes qui s'occupent d'une même fratrie, tu peux juste avoir 2 parents officiels. Fait que ça peut être compliqué pour les gens qui ont choisi d'être plus que 3 parents pour s'occuper d'une même fratrie en tant que tel dès le départ à la base. Mais même les familles reconstituées et les familles en garde partagée ont ressenti des craintes et un malaise par rapport à la manière dont l'État expliquait le confinement. Des gens qui ont eu peur de recevoir des amendes parce qu'ils allaient porter les petits chez leur ex. Des gens qui étaient comme un petit peu mêlés dans si je suis le beau-parent qui va chez le père de l'autre, puis ça leur a rendu les gens confus et anxieux, puis avoir peur d'avoir des amendes pour quelque chose qui est tout à fait normal, qui est de permettre aux enfants d'être en contact avec toutes les personnes extrêmement signifiantes dans leur vie, puis qui leur permettent, dans le fond, d'être bien et sécure affectivement, ce qui est un besoin fondamental. Et en fait, si même ces organisations familiales qui sont assez fréquentes, avoir des familles reconstituées, avoir des familles en garde partagée, c'est fréquent, même si ces familles-là ont eu peur dans la manière dont l'État a expliqué le confinement, c'est dire à quel point ça a été expliqué d'une manière qui était arriérée, en fait. Comme si toutes les familles, c'était des belles petites familles nucléaires, puis que tout allait bien, et que c'était la seule chose qui existait au monde. Ce qui est absolument pas le cas. Donc, je parlais tout à l'heure, en fait, des enjeux par rapport aux jeunes qui vivent chez des parents qui sont homophobes ou transphobes et qui se sentent menacés, en fait. Et avec raison, en fait, si tes parents sont homophobes ou transphobes, il faut absolument que tu ailles chercher de l'aide dans ce contexte-là. Il n'y a pas eu, à notre connaissance, de ce qu'on a cherché des programmes gouvernementaux où il y a eu des fonds dégagés particulièrement pour ces jeunes-là. En France, il y a eu un projet de loi qui a été soumis le mois dernier à l'Assemblée nationale pour que dans le budget pour la violence conjugale, on ajoute quelque chose pour, en fait, toute forme de violence, pour comprendre dans la violence conjugale, dans le fond, les demandes d'hébergement, les jeunes des communautés LGBTQ+, pour qu'ils puissent faire des demandes d'hébergement d'urgence et que ces organismes-là qui aident ces jeunes-là puissent recevoir, dans le fond, soit gérés par la même organisation de demande de fonds de l'État. Chose qui a été refusée, en fait. Et ici, c'est même pas une question qui a été abordée. On n'a pas de fonds d'urgence pour les jeunes de la communauté LGBTQ+, pour les aider en cas de besoin. Maintenant, j'aimerais revenir, en fait, sur... je m'excuse un peu. Sur les préposés aux bénéficiaires, infirmières, caissières et tous ces gens-là qui exécutent des travaux qui sont vraiment, vraiment essentiels. Comme j'expliquais tout à l'heure, les femmes gagnent en moyenne 91 sous pour chaque dollar gagné par un homme. Et ça, c'est presque tout type de travail confondu. C'est pour des travaux équivalents, c'est pour le même poste. Même si les femmes ont plus de diplômes que les hommes en moyenne, malgré tout ça, les femmes gagnent moins. Il y a une seule exception à ça, une seule branche qui fait exception à ça, et c'est les infirmières. Donc je parle pas des autres personnes qui s'occupent des soins de santé. Il y a uniquement dans le cas des infirmières où elles ont réussi à atteindre la parité et voire un petit peu plus si c'était une femme que si c'était un homme. Sinon, partout, c'est le contraire. Et ça, dans le fond, c'est comme assez particulier. Ça en dit beaucoup, en fait, sur la manière dont on apprécie le travail en tant que tel. Les femmes sont beaucoup dans les travaux de soins, beaucoup moins dans les travaux qui sont plus techniques. Il y a des raisons
à la fois par rapport à la socialisation et par rapport peut-être aux préjugés, mais sans aller dans pourquoi est-ce que les gens occupent les emplois qu'ils occupent, c'est vraiment un autre débat qui est à part entière. Si on prend simplement comme fait que dans certains types d'emplois, il y a plus de gens d'un genre et dans un autre type d'emploi, il y a plus de gens d'un autre genre, c'est de voir comment est-ce qu'on prend la décision sur la valeur du travail. Quel travail comme a une plus grande valeur, parce que c'est un peu ça, le salaire en fait. Qu'est-ce qui fait que, en tant que société, on a décidé à un moment donné que faire de la construction résidentielle vaut énormément plus que de faire des soins à la personne. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile d'accorder plus de salaire à des enseignantes, à des gens qui transmettent le savoir aux autres? C'est vraiment une question qui se pose et qui est exacerbée par la crise COVID, parce que ces travails-là, auxquels on accorde moins de valeur dans notre monde actuel, qu'on considère comme étant pas productif parce que ça produit pas de marchandises, eh ben quand tout pète, c'est quand même de ça dont on a besoin. Ça reste des travaux de soins dont on a besoin. On a besoin des caissières, on a besoin d'autres métiers qui sont plus faits par les hommes, genre éboueurs aussi. Mais genre de manière générale, même ça en fait, c'est intéressant comme c'est un petit peu la joke comme l'éboueur, comme tu veux pas finir comme ça. Pourtant c'est absolument essentiel comme job. Et ça en fait, ça mène à réfléchir sur la valeur qu'on donne au travail et sur la valeur monétaire qu'on donne au travail, au type de travail qui est fait. Par ailleurs, un autre truc qui est super important, c'est aussi prendre certains types de travail pour acquis. Puis se dire que les gens vont accepter de faire ce travail-là pour presque rien ou gratuitement. Et l'exemple que je voudrais donner est celui des couturières, qui sont aussi un métier fait particulièrement par des femmes. Et on pourrait dire que avoir des super beaux vêtements n'est pas essentiel, mais avoir des vêtements est absolument essentiel. Et avec les manques de masques qu'il y a eu un peu partout dans le monde, et le fait que chaque pays luttait pour avoir ses propres masques, eh bien on s'est retrouvé dans chaque pays, même les pays occidentaux, à avoir besoin de nos couturières. Elles étaient plus là juste pour repriser nos pantalons ou pour faire de la haute couture qu'on juge pas forcément utile ou que c'est là ou peu importe comment on le voit. C'est vraiment comme pour un bien de première nécessité, des masques. Et on a des cas comme en Belgique où l'État a demandé aux couturières de faire des masques en masse, ce qui était totalement essentiel pour l'État, et qui ont payé tout le monde sur la chaîne de production, sauf les couturières, parce qu'on jugeait que c'était quelque chose qu'elles pouvaient faire. Puis surtout qu'on a appelé non seulement les couturières qu'elles font ça de métier, mais de passion. Fait que c'est comme si on payait pas les femmes pour leur passion, mais je verrais vraiment difficilement l'État avoir... Bon, j'invente de quoi comme ça, mais mettons qu'on y va dans les gros clichés en se disant que les gars vont plus fréquemment comme bidouiller les ordinateurs. Mettons qu'on a besoin de plein d'ordinateurs de bureau en masse et qu'on prend même les passionnés de confection, de patentage d'ordinateurs. Je verrais vraiment mal l'État dire à une gang de gars, majoritairement composée de gars, mais c'est parce que c'est passionnel. Vous réparez des ordinateurs par passion, donc on ne vous paiera pas. Ça ferait aucun sens. Et pourtant, c'est ce que l'État belge a fait. Je suis allée voir pour le Québec et ça m'a rassurée. Il y a une initiative qui est faite par Camille Goyer-Gingras et par Manon Dano, si je me souviens bien, qui travaillent pour... en fait, qui sont membres de la coop Couturière Pop et qui ont pris les devants dans la fabrication de masques et qui paient les couturières, qui ont des ententes avec différents organismes pour payer les couturières. Et comme c'est un temps de crise et que les gens veulent vraiment donner parfois du temps bénévolement, par exemple, on peut penser à des couturières retraitées ou à des gens qui font ça vraiment par passion et qui veulent donner du temps, eh bien pour elles prennent ce salaire-là pour le remettre à des organismes. Il n'est pas question qu'il y ait des gens qui fassent du profit sur le travail de quelqu'un d'autre.
Si t'es super généreux dans la vie, c'est cool. On va juste faire profiter 2 fois la société avec cet argent-là. Mais en tant que tel, on encourage le fait qu'elle soit payée, ce qui est une excellente chose. Et ça m'amène en fait à parler... Parce que en fait, c'est un petit travail... C'est comme si c'était un petit travail qu'on demandait aux femmes de faire des masques. En tant que tel, j'ai une maman super gentille qui m'en a fait, et il y a plein d'entrepreneurs qui sont mis à faire des masques. Il y a des gens qui sont mis à faire des masques pour l'entourage. C'est un petit geste qui vise à éviter la propagation de la maladie, et c'est le genre de petit geste que si tout le monde le ferait, eh bien ça pourrait vraiment avoir un impact. Mais ce qui a vraiment un impact, en fait, c'est de se mettre collectivement à utiliser individuellement le masque. S'il y a une seule personne qui le fait, ben vous avez toutes vu là, les mèmes et les illustrations qui affichaient ça. Ça aurait une efficacité mitigée. Ce qui est efficace, c'est quand une bonne partie de la population le porte. Et ça m'amène à parler de d'autres types d'enjeux qui sont plus reliés à XR, qui est comme l'écologie des petits gestes. Et je vais prendre comme exemple le zéro déchet. Parce qu'en tant que tel, effectivement, ne pas produire de déchets est une bonne chose. C'est vraiment cool. Ceux qui y arrivent, comme vous êtes mes idoles, j'essaye fort, mais c'est très très difficile à faire. C'est un point intéressant parce que le zéro déchet, ça demande de revoir comment tu fais ton lavage, parce que c'est des mouchoirs jetables, c'est les serviettes hygiéniques réutilisables, c'est les couches lavables, c'est les guenilles, c'est comme toutes ces choses-là qui sont faites en tissu. C'est aussi revoir comment tu fais ton épicerie, revoir comment tu consommes en général, mais ça, c'est des tâches qui sont dédiées aux femmes. Et ça se retrouve à ajouter une tâche supplémentaire aux femmes. Par ailleurs, vraiment faire un grand zéro déchet, puis être capable de faire moins d'un pot maçon de déchets par année que tu gardes, il y a plusieurs enjeux par rapport à ça. C'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. C'est pas tout le monde qui a les connaissances de faire ça. C'est pas tout le monde qui a l'argent de faire ça, parce qu'on a bien beau dire que de manière générale, c'est économique sur le coup, mais s'il faut que tu te rachètes des serviettes hygiéniques lavables et que tu mettes un 600$ là-dedans d'une coche, c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Absolument pas. Mais toujours est-il qu'on met ça dans la cour des femmes, en plus, sans avoir de politique collective par rapport à cet enjeu-là. Ce qui rend en fait l'action pas forcément inutile, puisque tu vas réduire l'impact de ta famille, mais certainement pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être si on prenait le temps que ça prend à chacune des femmes, parce que c'est vraiment majoritairement des femmes, fait que je vais le dire vraiment au féminin, qui prennent soin que leur famille soit zéro déchet, qui prennent soin de conscientiser leur partenaire avec un E ou pas de E, à embarquer dans le mood avec elle. Pour faire des actions collectives, ben, on arriverait certainement à diminuer plus rapidement la quantité de déchets collectifs qu'on fait. Si on changeait les lois sur la manière dont on embarque les affaires, si on changeait les lois sur... j'ai oublié le nom. Sur, tu sais, le fait que les objets, genre, pètent rapidement, trop rapidement, technicien. Tu sais, comme les objets qui pètent trop rapidement. Là. Obsolescence programmée. Si on se mettait comme à lutter contre l'obsolescence programmée, contre le fast fashion, contre toutes ces affaires-là, eh ben notre quantité de déchets diminuerait beaucoup, beaucoup plus vite. Fait que c'est un autre enjeu que je voulais aborder par rapport à ça. Maintenant, je reviendrai, en fait, plutôt... je le fais de manière déstructurée, je suis désolée, je voulais terminer par ça, mais j'ai tellement oublié de parler de choses. Par rapport aux droits reproductifs des femmes qui ont été mis à mal durant le confinement, surtout aux États-Unis, où il y a eu momentanément un État, le Texas, qui a arrêté de permettre l'avortement. Il y a eu un recul le 14 avril où la Cour suprême américaine a forcé le Texas à permettre l'avortement médicamenteux. Il y a en Pologne où le droit à l'avortement a été remis en question. Et c'est pas juste pour dire c'est pas essentiel, au pire il naîtra un bébé pendant le temps de la COVID. C'était carrément des projets de loi pour interdire aux femmes de faire le choix
de garder un bébé ou non lorsqu'elles apprennent que le bébé a une maladie ou une particularité génétique qui demande des soins importants, en disant que c'était comme de l'eugénisme, sans prendre en considération la différence entre un eugénisme libéral, soit au choix de la mère et du couple, et un eugénisme autoritaire où c'est juste du nazi, puis il faut absolument pas faire ça, puis c'est dégueulasse. Fait que c'est de faire porter ce poids-là aux femmes, ce non-choix-là, de choisir dans quelles conditions elles veulent donner la vie. Ça a été comme... La COVID a été une brèche là, pour permettre ça. Puis par ailleurs, si on parle d'une question de genre, j'ai pas trouvé les statistiques exactes pour ça. Et dans les billets de l'ONU que j'ai lus, il n'y avait pas de stats exactes, mais plus des genre, il faut faire attention. Mais il y a d'autres types de soins qui peuvent être reconnus comme non essentiels, qui sont très difficiles pour le genre. Par exemple, les soins en psychologie pour les personnes qui sont LGBTQ, particulièrement pour ceux qui sont en train de faire une transition, et les traitements pour faire une transition, les traitements hormonaux par exemple, ce qui peut avoir des impacts physiques importants pour la personne, puis ce qui peut être d'autant plus cruel qu'il n'y a pas de soutien psychologique, que la transition que tu es en train de faire ne concorde pas, et que tu peux avoir un recul et des symptômes très importants sur ta santé. Et parfois, ces décisions-là ne sont pas forcément prises parce qu'il n'y a pas de lit, parce qu'on manque de médecins, mais ça peut être, dans certains pays, des décisions idéologiques. Et j'ai pas les stats exactes pour ici, c'est juste quelque chose sur lequel il faut qu'en tant que société, on reste vigilant. Oui, évidemment, on a dû limiter les soins et faire des choix qui sont déchirants. Puis il y a eu des choix qui sont vraiment déchirants, des soins pour le cancer qui ont été comme rallongés avec d'autres délais et tout ça. Mais justement, c'est comme de voir les ressources qu'on a puis de s'assurer de prendre les meilleures décisions au bon moment puis qu'elles ne soient pas idéologiques. Donc voilà, ça ferait... Ah oui, un autre enjeu dont je voulais parler. Je vous l'ai dit, j'avais vraiment du stock aujourd'hui, j'espère que je vous emmerde pas. Un autre enjeu dont je voulais parler en parlant... J'ai parlé beaucoup d'Occident en ce moment. Et j'aimerais parler d'une initiative qui a été prise plus tôt cet hiver, qui est le hashtag La vraie femme africaine. Parce que il y a des femmes à travers le monde qui sont tout le temps en temps de crise. Là, il y a une crise supplémentaire qui arrive, et il y en aura d'autres au cours des prochaines décennies. Le réchauffement climatique nous en promet. Mais il y a des femmes qui sont extrêmement travaillantes de par le monde. Les femmes en Afrique en sont un exemple. C'est elles qui tiennent le continent à bout de bras, qui sont exploitées comme ça n'a pas de sens, qui sont victimes de mutilation génitale, de mariage forcé et d'autres trucs, et qui continuent à maintenir leur communauté à bout de bras. Et ben ce temps-là qu'elles prennent à faire tout ce ménage, tout ce travail, à aller chercher de l'eau, à aller faire à manger, à trouver le bois, à travailler souvent, parce que souvent leur mari s'occupe de la terre, et elles sont à la fois celles qui s'occupent des enfants, celles qui gèrent la maison et celles qui ramènent l'argent servant à faire rouler la famille. Eh ben, quand t'as tout ça à faire, c'est vraiment très difficile de trouver le temps de faire des changements sociaux et politiques. Il y en a trop à faire, la survie, et on demande trop, vraiment trop. Et le hashtag La vraie femme africaine, c'est vraiment des femmes qui se sont tannées et qui ont commencé à écrire sur Twitter les choses qu'elles vivaient dans leur quotidien de manière ironique, comme si c'était normal. Et c'était super intéressant de voir aussi la réaction des hommes qui se classaient en deux catégories. Les hommes qui voyaient pas du tout le sarcasme et les hommes qui étaient comme vraiment super fâchés de cette réaction-là. Et je voulais vraiment prendre le temps de saluer le courage de nos sœurs africaines qui luttent en ce moment. D'ailleurs, un autre combat que des femmes africaines tiennent en ce moment, c'est le combat pour que l'Afrique ne soit pas utilisée comme... que la population africaine ne soit pas utilisée comme cobaye pour un futur vaccin de la COVID sans que ça aille passer, surtout si ça n'a pas passé tous les tests préalables, parce qu'on essaie d'avoir un vaccin très rapidement. Mais sur la télévision française, il y a des trucs vraiment super, super débiles
avec des docteurs qui disaient que c'est tout à fait normal de de tester des vaccins sur des gens en Afrique, parce que pourquoi pas colonialisme. Fait que je voulais saluer vraiment tout le combat de nos sœurs africaines pour l'égalité et vraiment leur courage de faire face à ce temps de crise-là. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que ça a été quand même intéressant. Encore désolé pour le bug technique, j'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup.